J'arrive. Que se passe-t-il, Sherlock? Eh bien, mon cher Watson, je suis un peu troublé par les développeurs. J'ai regardé le programme de plusieurs conférences et j'ai l'impression qu'ils sont uniquement intéressés par les dernières technologies à la mode. Bien, je ne vois pas où est le problème. Ça semble logique que les gens veulent s'informer sur les nouveautés de leur propre métier, n'est-ce pas? Yes, but plus personne ne s'intéresse aux vieux machins. Tout le monde passe à côté de l'enquête la plus importante de tous les temps. Laquelle? Les cookies HTTP, bien sûr, John. Vous êtes à côté de la plaque. Tout le monde les utilise et personne ne comprend plus comment ils fonctionnent, quelles sont leurs origines. Ça implique pas mal de bêtises sur les projets web. Et chez les moldus, les non-informaticiens, je constate une profonde méconnaissance en ce qui concerne le tracking et la vie privée. J'ai demandé à Hubert Sablonnière de mener l'enquête. Le français? Oui, mais bon, comment dire, il ressemble un peu à un anglais, n'est-ce pas? Je lui ai demandé de faire un retour aux sources et surtout de se concentrer sur les facts, rien que les facts. Ainsi, chacun, en fonction de son propre contexte, professionnel et personnel, pourra prendre les bonnes décisions et détecter certains problèmes. Je suis intrigué. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez Clever Cloud. Qui connaît Clever Cloud? Ouais, cool. Donc chez Clever, on fait de l'IT automation. Donc on fournit un outil sur notre cloud public ou en on-premise. Et en fait, l'idée, c'est que les développeurs se concentrent sur l'essentiel, écrire et pousser du code, pendant que nous, on se concentre sur tout le reste. Le builder, le déployer, le monitorer, redémarrer automatiquement ce qui a planté, etc. Et puis bien sûr, mettre à jour et maintenir toutes les couches sur lesquelles tourne votre code. Donc si vous ne connaissez pas, venez voir notre stand. On a des goodies, c'est cool, on vous racontera ce qu'on fait. Si vous nous connaissez, venez voir notre stand, on va discuter de ce que vous faites avec la plateforme. Bref, venez voir notre stand. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon enquête sur les cookies HTTP. Alors j'ai commencé par retourner à la source des cookies. Nous sommes en 1994. Et je me suis intéressé à cet homme-là, Lou Montulli. Quand on s'intéresse à l'histoire du web, on tombe souvent sur des histoires sur Tim Berners-Lee, Robert Caillot. Et en fait, moi aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Lou et souligner l'impact qu'il a eu sur pas mal de technologies du web qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Alors, c'est parti pour les anecdotes. En 1994, Lou travaille chez Netscape. Et en fait, avec ses collègues, il met en place la deuxième webcam de l'histoire. Un petit easter egg accessible avec Ctrl-Alt-F sur Netscape, et qui est aujourd'hui toujours accessible en ligne sur fishcam.com. Alors là, on a une super photo. Ils sont où les poissons? Alors on ne les voit pas toujours très bien. Coucou les poissons. Donc cette photo est en direct. Alors ce qui est assez folklore, c'est quand tu fais une répète que derrière, il y a l'homme de ménage. Bref. Alors ça DL 30 kg toutes les 2 secondes, donc on va couper. Et Lou, c'est aussi le co-créateur du navigateur en mode texte Lynx. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Lynx, c'est assez rudimentaire, mais c'est ultra rapide. Alors, on va aller sur le CFP de Devox. Bon, c'est ma 4G. Hein. Et donc là, on est dans un navigateur, en fait. On peut cliquer sur des liens, on peut remplir des formulaires, chercher les cookies, tomber... Alors forcément, là, c'est moins rapide que d'habitude. Cliquer sur des liens, voir des infos sur des présentations, etc. C'est plutôt cool. Je vous avoue que je ne m'en sers pas tous les jours, mais à chaque fois, je trouve que ça remet en contexte l'importance du contenu et de l'accessibilité sur un site web, et ça, c'est plutôt cool. Alors, à propos de Lynx, d'ailleurs, petite anecdote, une soirée d'été 94, Lou et ses collègues vont boire des verres dans un bar, puis ils discutent de toutes les nouveautés qu'ils vont rajouter dans Netscape, les extensions sur le langage HTML. Et puis Lou, il dit « Ouais, mais moi, dans mon navigateur Lynx... on ne va pas pouvoir faire tous ces trucs-là. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est faire clignoter du texte à la rigueur. » Qu'est-ce qu'ils ont bien rigolé sur le fait que cette idée était complètement stupide. La soirée continue, Lou rencontre celle qui deviendra sa femme. Et puis le lendemain, en arrivant au boulot, il se rend compte que son collègue Jean-Michel Premier Degré est repassé par le bureau et pendant la soirée, il a implémenté dans la nuit la meilleure balise de tous les temps.
Donc voilà, ça a commencé par un petit easter egg non documenté dans Netscape. La suite de l'histoire, on la connaît. Et encore, si j'avais été à la soirée, ça aurait pu être pire. Donc on se moque, mais finalement, cette balise, on l'a tous utilisée. Et puis à l'époque, tout était bon à prendre pour attirer les visiteurs attirer l'attention des visiteurs sur les bannières publicitaires. Donc quand le plugin Java est arrivé dans Netscape un an plus tard, les gens ont commencé à l'utiliser pour faire défiler du texte, animer du texte, etc. Sauf que ça mettait un bon 30 secondes à charger la JVM. Et ça, ça frustrait beaucoup Lou, en fait. Il voulait empêcher les pubs en Java Il voulait remplacer les pubs en Java par autre chose. Du coup, pendant un mois, il a tanné Scott Furman, son collègue, qui bossait sur tout ce qui est images dans Netscape. Et puis il s'est dit, allez, ça te dit pas, on rajoute un truc dans GIF. Donc dans GIF, il y a des frames, et on va rajouter un truc qui fait que ça se met en boucle. Donc les GIFs animés, c'est grâce à Scott et Lou. Et si vous ouvrez n'importe quel GIF aujourd'hui, que vous allez voir dans les sources, il y a un Netscape Application Block qui dit combien de fois il faut boucler. Bref. Donc si je vous parle aujourd'hui de Lou Montoli, c'est aussi et surtout parce que c'est l'inventeur des cookies HTTP. Alors à une époque où le web est complètement stateless, je vous laisse imaginer que faire un site e-commerce avec un panier virtuel, tout en maintenant un utilisateur connecté entre différents rechargements de pages, c'est un peu compliqué, quoi. Et c'est finalement exactement dans cette optique que Lou s'est dit on va essayer de rajouter de l'état côté client. Et donc, c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. Donc, petite anecdote au passage, Lou est bien dans le brevet sur les cookies, l'inventeur des cookies, Original Assignee Netscape, Current Assignee. OK, on enchaîne. Donc, le premier point de vue sur lequel je me suis concentré, et c'est le point de vue qui nous intéresse tous aujourd'hui, il y a des développeurs, des développeuses dans la salle? Ouais, ça tombe bien. On va surtout se concentrer sur ce point de vue-là. On va revenir aux bases en posant une série de questions, en y apportant des réponses. Je vais sûrement expliquer des choses que vous savez déjà, mais les rappels, ça fait toujours du bien. Et puis, on va aussi voir certaines nouveautés, parce que oui, 24 ans plus tard, il y a encore des nouveautés dans les cookies. Alors, première question, c'est quoi un cookie HTTP? Petit schéma. Donc, non, avant le schéma, on va arrêter déjà les définitions 01net, BFM TV et tout ça. Les cookies, c'est pas, on va arrêter de dire que c'est des fichiers stockés sur un ordinateur. C'est une définition qui est un peu limitée et qui est incomplète en fait. Parce que les cookies, ça fait longtemps qu'on ne les met pas juste un par fichier. Et c'est pas qu'une forme de stockage. On va aussi arrêter de confondre les cookies avec la session côté serveur. Pas mal de fois dans les projets, j'entends un collègue, une collègue qui me dit oui, alors j'ai mis cette information dans les cookies. Moi, je regarde dans les cookies, il y a un identifiant, ok. Mais en fait, l'info est côté session, côté serveur. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je préfère présenter les cookies en fait comme un protocole. Finalement, un comportement sur lequel se sont mis d'accord navigateur et serveur pour maintenir un état côté client. Ce coup-ci, petit schéma. Donc on a un utilisateur. Il fait une requête vers cookies.rocks. Enfin, en tout cas, il veut aller voir le site cookies.rocks. Son navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une requête HTTP GET. Okay. Le serveur répond, tout va bien, voici l'HTML du site. OK. Et puis le serveur va passer de l'information avec un en-tête qui s'appelle setCookie. Alors, c'est vrai que le plus souvent, cette information, c'est un identifiant clé-valeur, mais ça pourrait être la langue de l'utilisateur ou autre chose. Donc le serveur dit au navigateur, toi, tu dois, je t'envoie cette info. Et ils se sont mis d'accord pour que cette info soit stockée. Donc le navigateur, il a sa jarre à cookies. Désolé si ça vous donne un peu faim, mais ça s'appelle comme ça. Et donc, il va stocker le cookie dedans. Ce qui fait que quand vous revenez sur le site, vous dites hey, « je retournerai bien sur cookies.rocks », un site où Uber a dû payer un domaine juste pour une démo. Votre navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de voir si dans sa jarre à cookies, il n'a pas des cookies pour ce site. S'il en a, eh ben, il va les envoyer dans un header. Donc ce coup-ci, le header, c'est cookie. Et donc finalement, le serveur, quand il va répondre, donc en l'occurrence, on donne toujours un exemple avec un identifiant de session, mais
le serveur y répond, et il va pouvoir contextualiser sa réponse parce qu'il a eu cette information. Les cookies, c'est juste ça. C'est un protocole sur lequel serveur et navigateur se sont mis d'accord, qui permettent de stocker de l'état côté client. C'est le même fonctionnement globalement depuis 24 ans. On a eu donc une première spec Netscape, en tout cas un document pour que tout le monde se mette d'accord, pas que Netscape sur le fonctionnement. On a eu 2 RFC par la suite, mais globalement, depuis 24 ans, ça fonctionne toujours de la même manière. Alors, une fois que le navigateur a reçu un cookie, combien de temps est-ce qu'il le stocke? Première question, enfin, autre question, on en a plein. De base, si vous déposez un cookie, il est stocké jusqu'à la fermeture du navigateur. Avec des utilisateurs qui ont de l'hibernation sur leur laptop, etc., ça peut être très très long. On peut aussi déposer un cookie qui va expirer, donc on va préciser une date et un header expire, et on va pouvoir dire ce cookie expire à telle date. On va aussi pouvoir le dire en précisant une durée en secondes, j'ai du mal, une durée en secondes avec l'attribut maxAge. On est sur les bases. Après, je me suis dit, mais comment le navigateur il fait pour supprimer un cookie? Ou comment, surtout, le serveur peut demander la suppression d'un cookie qu'il a déposé? Ah, il doit y avoir un header remove cookie, delete cookie. Ouais, non. Ben non. En fait, il faut préciser une date dans le passé et dire, tu expires dans le passé. OK. Alors, souvent, on utilise la date époque 1er janvier 70. Et bien sûr, on va pouvoir aussi préciser un maxAge de 0 secondes. Bon, pour l'instant, on est sur des choses assez simples. Pas de piège, pas de surprise. Mais depuis tout à l'heure, j'ai dit, quand l'utilisateur ou l'utilisatrice retourne sur le site web, on envoie les cookies qui sont associés. Ça veut dire quoi, retourner sur le site web? C'est comment on sait que finalement, entre 2 URL, c'est le même site web? Bon, là, ce n'est pas le même site web, c'est évident, mais à quel moment on sait que ce n'est pas le même? Et là, en fait, on touche au plus gros problème des cookies, c'est de savoir quand est-ce que les cookies vont être envoyés quand le navigateur fait une requête. Alors pour ça, on va s'intéresser à une URL. Donc une URL, c'est quoi? C'est un protocole, un hôte, un port et un pass. OK. Alors là, ce qu'on va faire, on va se faire une petite démo parce qu'il y a énormément, il y a 7 attributs qui vont permettre de régler est-ce que les cookies partent, est-ce que les cookies ne partent pas avec telle ou telle requête, est-ce qu'on considère que c'est le même site. Celui qui pose le plus de problèmes, c'est l'attribut domain. Donc là, je vous fais une toute petite démo où on va déposer 4 cookies. On va déposer un cookie sans attribut domaine et 3 cookies avec l'attribut. Un coup, on va mettre cookies.rocks, un coup, on va mettre autre chose. Donc là, bienvenue sur ma super démo, magnifique. Si vous voulez financer du CSS, n'hésitez pas. Donc je vais cliquer sur cette page. N'hésitez pas, il y a plein de trucs que je n'aurai pas le temps de montrer. N'hésitez pas à aller visiter le site après coup. Donc là, je vais supprimer mes cookies. Voilà. Si je clique sur cette page, mon navigateur a déposé les 4 cookies. Mon serveur a dit au navigateur, voici 4 cookies. Donc on est bien sur cela, pardon. D'accord? En fait, il n'y en a que 2 qui ont été stockés. Parce que je suis sur cookies.rocks. Et finalement, il n'y a que celui sans attribut et celui avec l'attribut cookies.rocks qui ont été déposés. On ne peut pas déposer un cookie pour un sous-domaine qui est pas nous. Et du coup, vous vous dites, si je ne mets pas d'attribut ou si je mets l'attribut qui est égal à ce qu'il y a dans la barre d'adresse, c'est pareil. Ouais. En fait, c'est pareil à 1 pixel près ou 9 pixels en HD. C'est ce petit point-là. Et en fait, la grosse différence, c'est que vous dites, bah, moi j'ai mis domain égale cookies.rocks, finalement, j'ai dit que c'était que pour cookies.rocks. Et non. Là, ce que vous venez faire, c'est d'étendre la portée du cookie. L'attribut domaine ne sert surtout pas à dire c'est que ici. Non, il sert juste à dire alors c'est pour tous ceux qui terminent par cette valeur-là. Ce qui fait que si vous mettez rien, bah, il y a que le site ici, par exemple, blue.cookies.rocks qui termine, qui contient
le hôte. Par contre, si vous commencez à mettre blue.cookies.rocks, en étant sur blue.cookies.rocks, il y a ces deux requêtes qui vont partir avec les cookies, parce qu'elles terminent par blue.cookies.rocks. Donc, on se dit, ah, alors, si on met que cookies.rocks, là, il y a toutes ces requêtes-là qui partent avec. OK. Mais alors, du coup, on peut mettre juste rocks et déposer un cookie pour tous les sites qui finissent en .rocks. Ce serait cool ou ce serait flippant? Ce serait pas cool. En gros, un navigateur, qu'est-ce qu'il fait pour savoir quand est-ce qu'il s'arrête? Là, le site finit en .rocks, le TLD, c'est rocks. Ça pourrait être .com, .net. OK, facile, on prend tout ce qui est après le dernier point. Ouais, non. Non, parce que si on est sur .co.uk, .tokyo.jp, tous ces trucs-là, là, il y a 2 points. Et ça, en fait, le problème de matching, de à quel moment on ne peut plus déposer des cookies, c'est un problème très vieux. Donc, si on regarde sur cette issue de Bugzilla qui a 14 ans, on est déjà sur « Ah mince, comment on fait? Les gens, ils déposent des cookies pour tous les sites anglais. Oh là là. » Et donc, ça a déclenché des conversations de dire on va ramener de la connaissance en fait, dans Firefox pour essayer de comprendre à quel moment on arrive sur un TLD. Et donc, ça a émergé sur une liste qui était au départ chez Mozilla et qui est maintenant sur le site publicsuffix.org. Alors cette liste, elle est assez fascinante, je trouve. C'est d'ailleurs une liste qui est précisée dans la dernière spec en date sur les cookies. Alors ils disent un public suffixe, c'est ça, blablabla, allez voir la liste, elle est géniale. En fait, si on regarde dans les sources de Firefox, ils utilisent la liste. Si on regarde dans les sources de Chrome, ils utilisent la liste. Si on regarde dans les sources de WebKit, Safari, ils utilisent LibSoup, qui utilise la liste. Si on regarde dans les sources de Edge, bref, dans la liste, il y a des TLD. Ça, c'est un peu ce que j'ai expliqué. Il y en a plein. Je crois qu'elle fait plus de 12 000 lignes, la liste. Mais il y a aussi, et surtout, des suffixes et non plus des TLD privés. Ça, je trouvais ça vachement intéressant, parce que finalement, vous ne pouvez pas déposer un cookie quand vous avez une GitHub Pages sur github.io. Bon, après, vous n'avez pas accès au serveur pour déposer des cookies. Mais vous voyez l'idée. En tout cas, sur Amazon, Azure, Google Cloud, etc., ils sont dans cette liste pour que vous puissiez isoler et empêcher le dépôt de cookies. Et donc, forcément, nous aussi, on est dans la liste. Donc ça vous permettra, en fait, de mieux détecter que sur une URL, finalement, on a un hôte, mais sur l'hôte, on ne parle plus de TLD, mais bien de suffixe public. Et suivant, ça va soit être des TLD, soit des suffixes privés. OK? OK. Dans cette liste, il n'y a pas localhost, mais est-ce qu'on peut déposer un cookie sur localhost? Oui. Est-ce qu'on peut déposer un cookie où on met domain égale localhost, ce qui voudrait dire tous les domaines qui terminent par localhost? Non, on ne peut pas. Retenez bien ça. Donc ça, c'est l'attribut domaine, c'est le plus problématique. Après, on a l'attribut pass. C'est pas le plus compliqué, donc on va aller vite, sauf qu'il y a une petite subtilité. Donc l'attribut pass, vous dites pass quelque chose, ok, vous déposez un cookie. De base, si vous n'en mettez pas, ça match tous les passes en fait. Si vous en mettez un, ça match tous les passes qui commencent par ça avec un slash à la fin. Donc par exemple, slash API moins fac, ça ne part pas. C'est la petite subtilité, ce qui fait que... Enfin bref, vous voyez l'idée. En fait, le pass, ça restreint bien la portée du cookie, avec la subtilité du slash. Ce n'est pas l'attribut le plus sécurisant, utilisez-le si vous pouvez, mais bref. Non, celui qui est intéressant, c'est que, en fait, si je suis sur https://cookies.rocks, nous sommes dans un monde serein et sécurisé. Le serveur dépose un cookie, cette cookie ID 42. Ces deux URL, si elles partent de votre navigateur, elles partent avec les cookies. Donc s'il y a une personne in the middle sur votre super Wi-Fi du Starbucks, si la personne arrive à vous faire une requête en clair, en HTTP, si vous avez un favori en HTTP et que vous comptez faire partie en HTTP, ah non, en fait, c'est HTTPS, vous avez quand même fait un aller-retour avec les cookies en clair. Donc pour ça, on a un attribut qui s'appelle secure, vous faites set cookie, blablabla, secure. Et dans ces cas-là,
la requête en HTTP partira sans les cookies. Ça, c'est vraiment super important. Et en général, l'outillage que vous avez, côté serveur, quel que soit votre serveur d'app, vous propose de l'activer. Et on est en 2018, on a des certificats gratuits, pas chers, etc. On devrait tous être en HTTPS et tous utiliser ce header. Donc le header secure restreint la portée. Il y a un autre système pour éviter que les gens fassent des requêtes qui partent avec les cookies en clair, qui est un peu plus radical, qui est le header HSTS. Donc le header HSTS, l'idée c'est que le serveur va dire au navigateur, écoute, moi, c'est fini HTTP. Maintenant, c'est HTTPS. Donc même si la personne clique, tape le site en HTTP, tu réécris le truc et tu pars qu'en HTTPS. C'est vachement bien. Par contre, à mettre en place, faites attention, lisez bien le site de l'OWASP, c'est pas anodin. Si vous vous trompez, vous avez stocké des trucs dans les navigateurs de plein de gens qui ne vont plus jamais venir vous voir en HTTP, et peut-être que vous auriez voulu pendant une période de transition. C'est pas anodin à mettre en place, mais c'est super intéressant. Le petit problème avec ça, c'est que actuellement encore, si vous êtes sur un site non sécurisé, http cookies.rocks, vous pouvez déposer un cookie secure. Donc ça veut dire que si on arrive à faire naviguer la personne sur le site en non sécurisé, on peut déposer des cookies qu'il va utiliser quand il croit être en sécurité. Alors, on a un début de brouillon pour éviter ce genre de choses qui est implémenté dans Chrome et Firefox. Donc actuellement, vous ne pouvez plus déposer des cookies secure depuis une origine non sécurisée avec ces deux navigateurs. Il y a un petit problème depuis tout à l'heure, c'est que donc, le header qui est reçu par le navigateur, c'est juste cookie, une clé, une valeur. Tous les attributs que je vous ai montrés, c'est le serveur qui les envoie. Le serveur, ce qu'il reçoit, c'est juste ça. Comment il fait pour savoir s'il a été déposé par le bon domaine, il a été déposé en sécure, etc. Il n'en sait rien. Ça, c'est un peu compliqué. On a un nouveau brouillon, il y a des nouveautés, c'est à la mode et tout, sur les cookies qui contient deux nouveautés, notamment celle que je vais vous montrer, qui permet en partie de résoudre ce problème. En fait, l'idée, c'est de dire, on va utiliser des préfixes. On va utiliser le préfixe _ secure et après le nom du cookie. Ça ressemble un peu à un hack, mais on peut difficilement faire autrement. Le web c'est des milliards de pages, des milliards de gens qui font des serveurs avec des headers set cookie. On ne peut pas dire à tout le monde, on arrête tout, on change de header. Non, c'est trop compliqué. Du coup, pour essayer de rendre ça un peu plus progressif, si vous mettez ce header-là, ce préfixe-là, pardon, le navigateur ne déposera le cookie que s'il y a l'attribut secure et que l'origine est bien en HTTPS. Donc là, on est sur une implémentation Chrome Firefox toujours. Dans mon enquête, j'ai tweeté les autres navigateurs. Alors, ce qui est bien avec Safari, c'est qu'ils disent toujours, on ne peut pas commenter sur la roadmap, mais je pense qu'ils ne vont pas tarder à le shipper. Le deuxième préfixe, c'est host. Et celui-là, il est vraiment bien. On a vu avec les domaines que c'était le bordel, en fait, qu'un sous-domaine pouvait déposer des cookies pour tout le monde. Avec _ host, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous déposez un cookie qui commence par ce préfixe, si vous avez mis secure, si vous avez mis pass égale / et que vous n'avez pas mis de domaine, donc on est bien sur un cookie qui marchera que sur l'hôte, il sera stocké de cette manière-là. Et donc, au départ, on se dit, c'est génial ces préfixes, du coup, le serveur, quand il les reçoit avec le préfixe, ça veut dire que le navigateur l'a envoyé que si ça valide toutes les conditions, et donc on peut lui faire confiance. Ouais, mais il n'y a pas tous les navigateurs qui respectent encore ce standard. Donc pour l'instant, c'est bien, mais on ne peut pas encore faire confiance à ce truc-là. N'essayez surtout pas de jouer avec le user agent et dire « Non, mais c'est bon, la requête, elle vient de Chrome, il y a le préfixe, du coup... » Non, non. OK, voilà. Donc depuis tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait, avec l'attribut secure, vérifier qu'on est bien sur le bon protocole. En tout cas, qu'on est bien entre HTTP et HTTPS. On a joué avec l'attribut domaine et les préfixes. On arrive à valider un peu ce qui se passe avec l'autre. OK ? On a joué vite fait avec le pass. C'est pas ce qu'il y a de plus fou. Il reste le port, là.
est-ce qu'on peut faire une vérification sur le port? Vous avez une intuition de Steve Carell? Non. Et c'est le plus gros problème. Enfin, le plus gros problème, c'est des cookies. C'est pas non plus ce qui est le plus grave. En fait, dans le navigateur, il y a une règle qui s'appelle la Same Origin Policy, qui s'applique aux requêtes XHR, au stockage de local storage et plein de choses, et qui dit en fait, les sites, on va les isoler pour des raisons de sécurité par origine. Du coup, une origine, c'est quoi? Alors, une origine, c'est la combinaison d'un hôte, d'un domaine, enfin d'un... Donc, c'est cela, voilà, non. Oui, si, c'est cela. Donc l'origine, c'est la combinaison du protocole, de l'hôte et du port. Si vous êtes sur cette même combinaison, vous pouvez faire confiance à ce qui se passe. Le problème, c'est que les cookies vérifient ces trois parties-là. Et c'est vraiment un truc qui est un peu un problème, quoi. Donc il y a eu un brouillon pour dire on va changer de header. Je vous laisse imaginer que c'est compliqué. Mais l'idée était de dire on va isoler les cookies par origine comme tout ce qui se passe dans un navigateur et comme tout se base la sécurité dans un navigateur. Ça n'ira pas beaucoup plus loin et c'est un peu dommage, mais bon. Petit schéma. Donc, qu'est-ce qui se passe si ce coup-ci, je vais sur exemplefou.com, deuxième domaine investi dans cette démo. J'y vais, je demande à mon navigateur d'aller dessus. Mon navigateur fait une requête vers exemple fou, vers le serveur de fou, enfin de exemple fou. OK. Le serveur répond, je suis maintenant sur exemple fou. Tout va bien. Mais du coup, sur exemple fou, s'il y a une image, un script, un CSS, quoi que ce soit, qui fait une requête vers cookies.rocks, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Le navigateur, il est con. Hein. On lui donne des cookies, il y a une requête qui part, il regarde s'il y a des cookies à mettre. Donc il fait, est-ce qu'on a des cookies pour cookies.rocks? Bah oui, on en a. Bon, on les envoie. On est bien sur exemple fou, un site qui n'a rien à voir. J'ai payé les deux, mais on va dire que c'est des sites qui n'ont rien à voir. Et une requête part vers un autre site avec les cookies. Moi, je trouve ça un peu flippant ou un peu bizarre. En tout cas, c'est le truc qui piège le plus les gens et qu'on appelle communément, en tout cas le fait que les cookies fonctionnent comme ça, cause ce qu'on appelle des attaques CSRF. Donc petite démo, toujours sur cookies.rocks, on va supprimer les cookies, on va aller se connecter, donc je m'appelle Hubert, il y a bien un H et un T, je précise, Sablonnière, ok, je mets à jour mon profil, voilà. Donc là, j'ai stocké le nom, prénom côté serveur dans la session, et via un identifiant que j'ai mis dans un cookie, je reste connecté à chaque fois que je recharge la page. OK. Donc là, je ferme l'onglet, et puis je vais voir le site fou, un site qui a l'air génial, avec plein d'URL magnifiques. Des photos de nus de fou. On ne sait pas ce que c'est, mais ça a l'air bien. Alors je vais cliquer dessus, forcément, j'ai envie de dire, c'est tellement évident. Il y a une image qui a essayé de se charger, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en fait, cette image, check. Cette image, c'est update profile HTML, first name égale, ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sur exemple fou, et quand je retourne voir mon profil, je m'appelle No Naked Pictures. Ça, c'est une attaque CSRF. C'est la plus débile du monde, on est bien d'accord. Normalement, vous n'y êtes pas vulnérable. Surtout que quand on est bien élevé, on ne modifie pas l'état côté serveur avec une requête get. Mais, oui, c'est juste après les autres règles de bonne conduite. Bref. Mais donc là, c'est ça une attaque CSRF. On est sur un autre site, il y a une requête qui part, elle part avec les cookies. Et potentiellement, si vous étiez connecté, elle fait des trucs pour vous. J'ai une autre démo avec des posts, je vous laisserai voir vous-même. On pourrait faire tout un sujet sur le CSRF, c'est très complexe. Et le site de l'OWASP, encore une fois, a tout ce qu'il faut pour vous. Dans le nouveau brouillon, on a une deuxième nouveauté. Une deuxième nouveauté pour régler un peu ce problème. Et en fait, c'est encore un nouvel attribut. Et à mon avis, ce sera le dernier qui sera ajouté dans les cookies, parce que ça commence à devenir le bordel. Mais l'idée, c'est de dire, bon, je te dépose un cookie,
mais si tu es sur un autre site, tu l'envoies pas, c'est fini. En tout cas, moi, dans mon cas d'usage, ça ne me sert pas et je trouve ça problématique. Du coup, on a deux options, l'axe et strict. Pareil, c'est un peu complexe à expliquer, mais en gros, l'axe, les requêtes vont quand même partir sur tout ce qui est un peu inoffensif, des requêtes get. Comme on vient de voir, c'est inoffensif. Et l'attribut strict, là, on est vraiment vénère. C'est-à-dire que vous êtes sur exemple fou, vous cliquez sur un lien vers cookies.rocks, un changement de barre d'adresse, un changement de site. Vous n'êtes pas connecté. C'est strict. Qui peut lire les cookies? Donc, toutes les personnes in the middle sur votre Wi-Fi public, génial, quand vous êtes en HTTP. Mais surtout, grâce à l'API la plus étrange du monde, document.cookie au singulier, vous pouvez lire les cookies en JavaScript. Donc, comment ça marche? Je suis dans une console JS. Tout le monde voit? On va grossir un peu. Ouais. Donc là, si je fais document.cookie au singulier, je récupère tous les cookies. Alors, je vais en rajouter d'autres comme ça. On verra que c'est le bordel. Voilà. Donc là, j'ai 3 cookies. Donc on se dit, tiens, c'est une propriété, je vais mettre rien dedans, je vais supprimer les cookies. Ouh! Ouais, ça marche pas. Ça marche pas parce que document.cookies, c'est un getter et un setter. Quand vous attribuez une valeur, c'est comme si vous faisiez un set cookie. Donc vous allez pouvoir passer des attributs. Coucou égale devox. Et vous allez pouvoir passer l'attribut, par exemple, pass égale slash. OK. Donc là, normalement, on a rajouté... Voilà. Et quand vous récupérez la valeur, c'est comme le header cookie. Donc il n'y a plus les attributs, il n'y a que les... Cette API est complètement folle. Mais c'est celle qu'on a depuis les tout débuts. Et ça, c'est problématique. Je ne vous ferai pas la démo, mais allez voir sur le site. Ça permet ce qu'on appelle des attaques XSS. Pardon. Si n'importe quel script s'exécute dans votre page, il prend ce qu'il y a dans document.cookie. En fait, on a le temps. On va tester. Check. Si je retourne sur mon profil, check. Puis si jamais je m'appelle Hubert, alors j'ai un nom de famille magnifique qui s'appelle script égale c, blablabla. Donc en gros, si j'arrive à faire exécuter ce script dans la page, ce qui est le cas ici, donc j'ai réussi à injecter une image dont l'URL blablabla. En fait, là, pardon, réseau, check, ok. Là, en fait, je viens de faire une requête vers un autre site, exemple fou. Ok. Donc là, en fait, j'ai fait une requête qui contient le UUID et tous les autres cookies. Super. Donc ça, je vous laisse imaginer que c'est problématique et que c'est compliqué à expliquer. Et donc, pour ça, vous allez lire pendant une bonne heure la page de l'OWASP. On a énormément de choses pour bloquer tout ça. Et normalement, vous le bloquez déjà. On a des headers dédiés. On a toute une catégorie de directives dans les CSP pour éviter ce genre de choses. Le fait est que si jamais quelqu'un arrive quand même à exécuter un script sur votre page, il peut voler vos cookies et s'en resservir à votre place. Donc pour ça, on a encore un attribut qui s'appelle HTTP-only. Et ça, c'est vraiment pas mal. L'idée, c'est de dire, je te dépose un cookie, tu le mets dans ta jar, comme d'hab. Par contre, le JavaScript, c'est no way. Il n'y touche pas. Okay? Et en général, ça va dépendre du contexte, et chacun appliquera en fonction de son contexte. C'est quand même mieux de l'avoir. Voilà. Donc on a vu pas mal d'attributs. C'est assez itératif, désolé. Mais on a fait des rappels, on a appris des nouvelles choses, et c'était plutôt cool, j'espère. On a quelles alternatives? Monsieur Photo, peut-être? Allez, hop. Vite. Quelles alternatives on a pour stocker des choses dans le navigateur? On a une alternative que j'adore, c'est le window.name. Démo. Je suis sur mon navigateur. Je fais window.name égale coucou devox. OK. On est entre nous, on est sur cookies.rocks. On va voir la fiche cam. Petit poisson.
Il n'y a personne qui passe l'aspirateur. Et si je regarde ce qu'il y a sur window.name, wow, il y a encore cookies. Il y a encore coucou Devox. Je vous laisse imaginer comme forme de stockage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais historiquement, dans les années 90, c'était utilisé pour passer des infos d'un site à l'autre, alors qu'on faisait une navigation entre deux sites qui n'avaient rien à voir. Je crois qu'on peut quand même mettre pas mal de mégas dans une chaîne de caractères. Encore une fois, c'est pure démonstration et anecdote. Non, ce que font beaucoup de gens, c'est de stocker des choses dans local storage et le session storage. On pourrait faire un gros débat. Est-ce qu'il faut mettre des tokens dans les cookies, dans le web storage, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à venir au stand pour en discuter, c'est pas simple. L'idée, grâce à Stoke, c'est que vous devez avoir retenu qu'est-ce qui fait que les cookies partent. Et pour le web storage, vous retenez que c'est isolé sur l'origine. Alors que l'autre, ça valide pas le port, et le host, c'est compliqué. Sauf que quand vous mettez des choses dans le web storage, bah, vous n'avez plus d'expiration, vous n'avez plus de date, de machin, donc vous devez tout nettoyer vous-même. Vous avez plus le fait que ça s'envoie automatiquement, donc vous devez l'attacher sur des requêtes. On le voit de plus en plus utilisé sur des single page applications. Ça a parfois des bons usages, mais pas toujours. Encore une fois, débat complexe. Que nous disent nos amis de la CNIL? Alors pareil, je vous laisserai lire en détail, mais il y a deux choses intéressantes. Il y a toute une page qui décrit, si vous déposez des cookies, ce que vous devez faire. Et surtout une page qui dit hey, tu crois que tu es un petit malin, là, tu vas utiliser autre chose que des cookies, HTTP, et donc tu te dis j'ai pas besoin du consentement des utilisateurs. Bah si, en fait, dans la règle, il précise bien que ça inclut toute forme de traceur, etc. D'ailleurs, on va s'intéresser à un deuxième point de vue. Merde. Non, on dit plus comme ça. Alors attends. On dit qu'il veut améliorer l'expérience utilisateur. Ah, c'est classe ça, comme ça. Donc on va s'intéresser au point de vue de celui qui veut améliorer l'expérience utilisateur de ses visiteurs. Donc, pardon, normalement je fais une démo. Ouais. C'est parti. Alors, petite démo. Nous allons aller sur foo.com. Magnifique site, exemplefoo.com. Puis on va aller aussi sur bar, parce que j'ai acheté 3 domaines et il faut les rentabiliser. Et puis j'aime bien péter les yeux des gens avec cette magnifique police. Donc, nous sommes sur des sites avec des URL fascinantes sur lesquelles j'ai envie de cliquer. Je vais supprimer tous les cookies du navigateur, voilà. Puis j'ai envie de voir, peut-être que je suis enceinte, alors pas moi, mais bref. En tout cas, sur une info qui est quand même assez privée, ou pas d'ailleurs, finalement. Tout est privé, enfin en tout cas, tout le monde a droit à sa vie privée. Ici, je vais aller voir est-ce que la maladie Barr est liée au symptôme Barr, etc. Je suis allé sur 2 sites complètement différents. Ça pourrait être le site de Journal Français A et le site de Journal Français B. Des exemples de sites qui ont beaucoup de traceurs. Et en fait, mon navigateur, il a fait une requête des 2 côtés. Donc, je fais un petit refresh, mais je précise bien... wow. Voilà, il a fait 2 requêtes, une requête vers le site et une requête vers cookies.svg. Cookie.svg, il est sur cookies.rocks. Donc, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Il part avec les cookies. Du coup, si je ferme tout ça, sénateur, est-ce que quand je ne suis pas sur Facebook, vous continuez à me... Bref. Alors, si je vais voir tracking image example, tiens. En fait, cookies.rocks sait que je suis allé voir que peut-être je suis enceinte. Il sait que je suis allé sur exemple foo, exemple bar. Il sait même que j'ai rechargé la page une 2e fois ici. Le tracé des utilisateurs avec les cookies, ça marche exactement comme ça. Et donc, quand un cookie part depuis un site vers un autre site, on appelle ça un cookie tiers. Il n'y a pas de règle comme quoi un cookie tiers, c'est forcément mauvais. Il y a plein de cas quand on fait du SSO ou même dans plein d'autres cas où c'est utile. Et il y a d'autres cas où là, j'ai peut-être pas toujours envie de savoir que les gens, que je suis allé voir ces sites-là.
En tout cas, ça marche comme ça. Et du coup, si on essaye de se dire, bah tiens, je vais configurer mon navigateur, je vais aller voir dans vie privée, utiliser des paramètres. Tiens, je vais refuser le dépôt de cookies tiers. Donc là, normalement, je devrais être tranquille. Je vais supprimer tous mes cookies. Les cookies ne devraient pas partir quand je suis sur foo ou bar, quoi. Sauf que si je vais voir, alors, tiens, peut-être que foo est la pire acteur d'Hollywood. Et peut-être que je vais aller voir des trucs sur le parti politique bar. En fait, je peux, si je fais un petit refresh, que ma démo ne fonctionne pas, je ne sais plus pourquoi. Ok. Effet démo. J'ai pété un truc. En fait, l'idée, c'est l'idée, c'est que via le header de e-tag, on va pouvoir continuer, quand la démo marche, à tracer les utilisateurs. Je vous laisserai aller inspecter dans les DevTools la démo, mais en fait, un e-tag, c'est juste le serveur qui dit « voici une image ». Au fait, cette image, son checksum, c'est 36. Quand tu reviens, bah demande-moi l'image, mais dis-moi le checksum, et puis si c'est le même, je n'ai pas besoin de te renvoyer l'image. Sauf que dans ce checksum, on peut mettre un identifiant. On peut même le mettre dans les headers de cache de date. Enfin bref, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser. Je précise juste que le navigateur, le serveur a accès aux URL sur lesquelles vous allez naviguer à cause du référeur. C'est un header qui contient l'URL sur laquelle vous êtes. Je ne vais pas vous le montrer en détail. Il y a une spec qui est ici, qui est plutôt bien supportée, mais qui est ici, qui permet à vous, en tant que développeur, de dire « je vais déposer des cookies, je vais répondre à des requêtes, et je ne veux pas que, quand des requêtes partent depuis mon site, qu'elles partent avec le référeur. » Un exemple très concret, vous êtes sur gitlab.com, donc sur un site, voilà, et puis vous êtes sur gitlab.com/ma-société/mon projet super secret avec la feature dont on ne doit pas parler. Sur gitlab.com, il y a des gravatars. Les requêtes, elles partent vers gravatar, et elles partent avec le référeur. OK. Donc en gros, avec cette spec, vous allez pouvoir décider est-ce qu'on n'envoie que l'URL sur laquelle je suis, que le domaine, etc. Vous pouvez aussi le régler, vous, en tant qu'utilisateur. Il y a énormément de manières de tracer les gens. J'ai parlé très rapidement des e-tags avec une démo qui marche. On peut le faire avec des dates. Si vous voulez savoir comment on le fait via le header HSTS, demandez à un de nos gentils sponsors. Il y a des choses qu'on pouvait faire, qu'on ne peut plus faire, mais c'est un peu un jeu du chat et à la souris. Il y a des méthodes avec JavaScript, bien entendu, tout ce qui est fingerprinting, stocker des choses dans le navigateur. Bon, ouais, à une époque, on pouvait aussi faire ça, c'était cool. Je vais conclure avec un dernier point de vue, en fait. Il y a des citoyens soucieux de leur vie privée, ici, oui. Donc on peut régler son navigateur, comme je l'ai montré. On peut bloquer les cookies tiers. C'est d'ailleurs ce que fait par défaut Safari. Le problème, c'est que une fois qu'on bloque des choses, on tombe dans, comme je le disais, dans un jeu du chat et de la souris. Le navigateur bloque ça, l'utilisateur bloque ça, et du coup, des gens trouvent d'autres manières de vous pister. Et en tout cas, c'est peut-être un truc sans fin. La question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas faire autrement? C'est pareil pour bloquer l'entête des référeurs, vous pouvez le faire vous-même, mais ça a des impacts sur ces trucs-là. Moi, historiquement aussi, j'utilise pas mal d'extensions navigateurs. Avant, je bloquais tout. Alors celui-là, c'est juste, vous l'installez, quoi. Ça renforce vraiment tout ce qui doit partir en HTTPS. Par contre, peut-être comme vous, j'ai utilisé AdBlock+, j'ai utilisé Ghostery et tous ces trucs-là. Et en fait, 24 ans plus tard, on continue à se plaindre beaucoup des cookies.
Et c'est vrai que moi, je suis obligé de constater, après toute cette enquête, ou en tout cas de poser la question ouverte, vous me direz, est-ce que le web en serait là, aujourd'hui, en 2018, si on n'avait pas eu des bannières publicitaires avec des textes qui défilent et qui clignotent, et une manière de tracer un peu les utilisateurs pour leur donner de la publicité ciblée et du coup pour rémunérer des contenus gratuits. Et c'est tout le problème, ça fait 24 ans qu'on aime les trucs gratuits, qu'on ne veut pas payer et qu'on ne veut pas être pisté. Et en fait, il y a un moment, en tant que société, je ne vais pas faire de la politique, mais il va falloir qu'on choisisse, quoi. Et en faisant toute cette enquête, c'est un peu là-dessus que je suis arrivé, c'est que c'est assez intéressant de voir comment ça marche, mais la solution, elle n'est peut-être pas que technique, elle est peut-être aussi à nous en tant que société, quoi. Waouh, ça fait beaucoup de facts, tout ça. Accent américain, non? Oui, en effet, Sherlock, ça fait beaucoup de faits. Oui, mais maintenant, John, on peut identifier quand est-ce que ça pue. On sait un peu comment ça marche, les cookies. On peut savoir quand est-ce qu'il y a des choses bizarres. On peut mieux comprendre les cookies et se prémunir des attaques. Aussi, on devrait partager tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on apprendra demain sur la vie privée, sur la manière dont le tracking fonctionne, et l'expliquer à nos familles, à nos amis développeurs et développeuses. Et puis surtout, on doit absolument élever le débat autour du futur du web. Est-ce qu'on veut une société où on paye, où c'est gratuit, où on est pisté? Il va falloir choisir un moment. Je vous remercie beaucoup.